Professeur Emmanuel Navone, bonjour, Boker Tov. Boker Tov. Nous voudrions vous solliciter ce matin pour parler de plusieurs sujets divers ce matin, puisque l'actualité brûlante reste extrêmement importante, tant sur le plan politique que sur le plan sécuritaire. Alors on va commencer par le politique. La Knesset se réunit actuellement pour voter l'accord de coalition en seconde et troisième lecture et parallèlement on attend la décision de la Cour suprême avec une recommandation du conseiller juridique du gouvernement. Vous pensez-vous que la Cour suprême va s'immiscer dans les affaires de l'échelon politique en invalidant peut-être certaines des clauses de l'accord ou même en invalidant tout simplement Binyamin Netanyahou, en l'empêchant de former un gouvernement? Il faut distinguer entre deux pourvois en cassation qui ont été soumis à la Cour suprême. L'un qui demande à la Cour suprême d'empêcher Netanyahou de former un gouvernement et l'autre qui demande d'annuler ou en tout cas de modifier les accords de coalition entre le Likoud et Bleu et Blanc. Ce sont deux recours séparés qui ont été jugés par la Cour suprême et discutés à deux journées d'intervalle. Sur la première question, je ne pense pas que la Cour suprême empêchera Netanyahou de se former un gouvernement et de servir comme vice-premier ministre après 1 an et demi, tout simplement parce que la loi est très claire à ce sujet. Un premier ministre mis en examen n'a pas démissionné. Il n'a démissionné que si il est condamné. En ce qui concerne le poste de vice-premier ministre, là aussi, il y a eu effectivement une jurisprudence en 1993 qui oblige un ministre, pas un premier ministre, un ministre mis en examen à démissionner. D'un autre côté, la Cour suprême sait aussi que si elle empêche Netanyahou de servir comme vice-premier ministre après 1 an et demi, on ira à des élections anticipées dès maintenant. Donc la Cour suprême prendrait un risque politique énorme sur une question juridique qui est assez floue. Deuxième chose, les accords de coalition. Là aussi, je pense que la Cour suprême va imposer de changer certaines parties de l'accord qui sont considérées par la Cour comme anticonstitutionnelles et contraires aux lois fondamentales, en particulier la tentative de changer la façon dont les députés du parti Bleu et Blanc remplaceront ceux qui deviendront ministres, et cela va à l'encontre du principe de la loi électorale. Et donc ça, je pense que cet aspect sera amendé par la Cour suprême. Et deuxième point, le fait que l'accord de coalition gèle toutes les nominations dans les hautes fonctions de l'État pendant 6 mois de la crise du corona. Et comme l'a demandé, je crois hier ou avant-hier, la présidente de la Cour suprême, Esther Chayout, quel est le rapport entre la crise du corona et la nomination de hauts fonctionnaires aux hautes fonctions de l'État. Donc une ingérence, mais on va dire modérée de la part de la Cour suprême. D'abord, je ne suis pas sûr qu'il faille utiliser le mot d'ingérence. Nous sommes dans un état de droit, et dans un état de droit, c'est à l'autorité judiciaire de vérifier que le pouvoir exécutif n'agit pas contrairement à la loi et au droit constitutionnel. C'est la Cour qui a été saisie, ce n'est pas elle qui s'est auto-saisie, et dans tout état de droit, il faut qu'il y ait une revue constitutionnelle et administrative des actes de l'État, et donc je ne parlerai pas d'ingérence, je parlerai simplement de vérifier que les accords en question ne sont pas contraires au droit constitutionnel israélien. Mais là, apparemment, même le conseiller juridique du gouvernement, que l'on ne peut pas taxer d'être particulièrement favorable à Binyamin Netanyahou aujourd'hui, a déjà dit qu'il ne fallait pas que la Cour invalide la candidature de Netanyahou parce que le législateur avait déjà statué sur ce cas. Et là, ce matin, apparemment, il dit quasiment la même chose sur l'accord de coalition. Il y a eu des petites réformes et des petites modifications faites par les deux parties. Et selon lui, ça suffit pour le valider. Oui, justement, mais ces réformes, elles ont été faites justement parce que pendant les discussions, pendant les débats à la Cour suprême, justement, les juges ont fait remarquer l'inconstitutionnalité potentielle des deux clauses que j'ai rappelées tout à l'heure, et donc le Likoud et le Parti Bleu et Blanc d'eux-mêmes, avant même la décision de la Cour suprême, ont compris que ces deux clauses étaient extrêmement problématiques d'un point de vue constitutionnel et juridique, et qu'il fallait donc les modifier. Donc je pense qu'elles vont effectivement être modifiées avant même la décision de la Cour suprême, ce qui permettra effectivement d'approuver l'accord. Alors,
toujours selon la loi, selon la législation, normalement, d'ici demain, Binyamin Netanyahou devrait obtenir les fameuses 61 signatures des membres d'une majorité donc de députés de la Knesset pour former le gouvernement. Et il aura, d'après la loi, et dites-moi si je me trompe, encore 2 semaines pour former ce gouvernement. Est-ce que vous pensez que pendant ces 2 semaines, eh bien, il peut y avoir un retournement de situation? Parce que il faut bien avouer que depuis un mois et demi où Benny Gantz a provoqué l'éclatement de bleu-blanc, mais on avait le sentiment que le gouvernement était un gouvernement d'urgence nationale pour la lutte contre le corona. Or, la lutte contre le corona, au moins sur le plan sanitaire, elle est en train de se terminer. Il y a bien entendu l'aspect économique et social, mais finalement, bien la crise qui était le prétexte pour former ce gouvernement, eh bien, semble d'une certaine manière terminée. Quelle est l'alternative? Quelles sont les options de Netanyahou? Il n'a pas de coalition sans bleu et blanc. Donc, de toutes les manières, il est obligé de former une coalition avec bleu et blanc ou alors aller à une 4e élection. Il n'a pas 61 députés. C'est la raison pour laquelle il a accepté de former une coalition avec bleu et blanc et donc de limiter le fait qu'il soit Premier ministre pendant 1 an. Il n'y a tout simplement pas d'alternative politique. Sans bleu et blanc, Benyamin Netanyahou n'a pas de coalition. Dans un cas de figure, Benyamin Netanyahou reçoit le mandat des députés, du président, et finalement, au bout du compte, on va dire peut-être envoûté par l'air optimiste des derniers sondages, eh bien, il décide de projeter le pays quand même malgré tout vers de nouvelles élections. Vous pensez que c'est un cas de figure possible? D'abord, aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le cadre d'un mandat du président. Le mandat du président est terminé. Aujourd'hui, le mandat est à la Knesset. Oui. Et la Knesset, d'après les accords de coalition... Mais le président doit tout de même remettre un mandat, non, à Binyamin Netanyahou? Non, pas obligatoirement. Non, c'est terminé. Le mandat du président est terminé. Le président a transféré le mandat à la Knesset. Et c'est aujourd'hui à la Knesset de trouver, entre guillemets, un député pour former un gouvernement. Alors effectivement, comme il y a cet accord de coalition entre le Likoud et le Parti bleu et blanc, cela ne devrait pas poser de problème. Mais si Netanyahou pense aller à une 4e élection, je pense que lui-même hésite beaucoup. Parce qu'il sait que ce serait un risque énorme. D'abord, ce serait complètement irresponsable d'aller à une 4e élection en 1 an et demi pendant une crise économique aussi grave. Et outre l'irresponsabilité d'une telle décision, ce serait un risque pour lui parce que c'est vrai que d'un côté, il y a des sondages qui semblent favorables, mais comme Netanyahou et son entourage le disent et le savent eux-mêmes, prendre le risque d'une 4e élection dans une crise économique aussi grave avec 1 million de chômeurs et des commerces entiers qui se sont effondrés, ce genre d'élection, on sait comment elle commence, on ne sait pas comment elle se termine. Et je pense que Netanyahou le sait très bien et c'est la raison pour laquelle je ne pense pas personnellement qu'il prendra un tel risque, outre comme je l'ai dit, l'irresponsabilité d'une telle décision. Alors je voudrais parler avec vous justement de la crise du coronavirus, de la gestion du gouvernement. On le voit, je le disais, sur le plan sanitaire, on est en train de sortir de la crise, mais sur le plan économique, on est toujours en plein dans la crise, plus que jamais. Quel regard vous portez-vous en tant qu'analyste, observateur, sur la gestion économique de la crise par le gouvernement de Binyamin Netanyahou? Vous pensez que l'on pourrait ou que l'on devrait faire plus pour essayer de venir en aide aux indépendants en particulier et à l'ensemble des chômeurs en Israël, plus d'1 million? Je pense que jusqu'à avant-hier, la réponse du gouvernement n'était pas suffisante pour les indépendants. Avant-hier soir, le Premier ministre a annoncé de nouvelles mesures justement pour venir aux aides aux indépendants. Je pense que le gouvernement a compris que l'aide aux indépendants n'était pas suffisante. Les indépendants payent tous les mois la sécurité sociale et en temps de crise, contrairement aux salariés qui, la plupart, évidemment beaucoup de salariés ont été mis au chômage. Je parlais des indépendants qui ont perdu leurs revenus. Quand on compare aux pays européens, par exemple, aux autres pays de l'OCDE, eh bien, les contreparties touchées par les indépendants, pour les indépendants en Israël étaient vraiment pas comparable du tout à ce qui se passe dans les autres pays de l'OCDE. Il y a heureusement eu un changement de cap du gouvernement ces 2 derniers jours. Je pense que le gouvernement a compris que les contreparties payées aux indépendants qui, comme je le dis, payent leur sécurité sociale tous les mois, étaient tout simplement insuffisantes et qu'il fallait absolument les maintenir à flot jusqu'à ce que l'économie reprenne. Vous avez le sentiment que l'on peut sortir, on va dire, non pas impuni de cette crise économique, ou alors finalement on va
on va rester dans un marasme économique pendant plusieurs années à la suite de cette crise du coronavirus? Il faut comprendre que cette crise économique, elle n'est pas seulement évidemment israélienne, mais mondiale. Mmh. Il y a une baisse énorme du commerce, la fin des vols pour l'instant, une chute des prix du pétrole. Donc la Banque mondiale parle d'une réduction du PIB de 10% dans les grandes économies les plus industrialisées. Donc on va effectivement dans une crise économique qui va être sans précédent depuis la crise économique des années 30 du siècle précédent et qui va être beaucoup plus profonde et durable que la crise financière et économique des années 2007-2009. Heureusement qu'Israël a une économie saine, une économie dynamique, une économie dans laquelle il y avait le plein emploi avant la crise du coronavirus. Donc je pense qu'Israël a les éléments nécessaires pour remettre son économie en marche une fois que l'économie mondiale elle-même reprendra, mais il va rester évidemment des cicatrices économiques et sociales profondes. Et là, d'où l'urgence, encore une fois, et je reviens sur ce point, d'avoir un gouvernement pour pouvoir voter un budget de l'État, puisque je vous rappelle que nous n'avons toujours pas de budget de l'État. Nous travaillons toujours sur le budget de 2018, ce qui empêche le gouvernement, ce qui limite le gouvernement dans ses capacités de gérer la crise et d'approuver des budgets. Et donc, c'est justement pour pouvoir fournir cette sécurité aux indépendants et faire repartir l'économie que nous avons besoin d'un budget de l'État, ce qui ne ferait que rendre encore plus irresponsable l'idée d'une 4e élection. Alors, je voudrais qu'on dise un mot de la situation sécuritaire. On l'a vu ces dernières semaines et en particulier ces derniers jours. On parle de raids aériens qui ont été imputés à l'armée de l'air israélienne contre des cibles syriennes et pro-iraniennes en Syrie. Et on a entendu une information hier qui est parvenue de la bouche de certains responsables sécuritaires israéliens selon laquelle, eh bien, il y a une sorte de départ des forces iraniennes de la Syrie. Vous y croyez? Vous croyez que l'Iran a décidé de changer de stratégie et se retire peu à peu de la Syrie? D'abord, si tel est le cas, c'est une excellente nouvelle. Ce serait un acquis très important pour Israël. Et la raison pour laquelle je pense que cela est probable, c'est que n'oubliez pas que l'Iran est dans une crise économique profonde, à la fois du fait de la réimposition des sanctions américaines, mais également du coronavirus qui a touché l'Iran de façon très dure. Et donc l'Iran aujourd'hui se trouve dans une situation économique ingérable et on sait déjà que depuis plusieurs années, la population iranienne, avec la réimposition des sanctions, se plaignait du fait que l'argent de l'État, au lieu d'aller dans l'économie iranienne, allait dans les milices pro-iraniennes à travers le Proche-Orient et dans le renforcement de la présence militaire iranienne en Syrie. Et je crois qu'aujourd'hui, tout simplement, l'Iran ne peut plus se permettre le prix de sa politique étrangère. Et donc, il n'est pas du tout impossible qu'effectivement, sous la pression économique devenue de plus en plus lourde à la fois des sanctions et du coronavirus, effectivement, l'Iran ait décidé de retirer, en tout cas partiellement, ses troupes de Syrie. Et vous pensez que c'est coordonné par exemple avec la Russie? Tout cela est un changement stratégique ou alors il s'agit d'une modification tactique seulement de la part des Iraniens? D'abord, je pense qu'il y a de toute façon un rôle de la Russie et je crois que pour le comprendre, il faut se rappeler que ces dernières semaines, il y a une certaine tension entre Poutine et Assad. Les médias russes qui, comme on le sait, sont tous contrôlés par le Kremlin, ne cessent ces dernières semaines de tenir des propos très durs vis-à-vis d'Assad. Pourquoi? Parce qu'Assad, semble-t-il, ne tient pas vraiment ses promesses vis-à-vis de Poutine pour que la Russie puisse bénéficier à la fois économiquement et géostratégiquement de son intervention en Syrie qui a finalement sauvé le régime d'Assad. Mmh. Donc c'est justement parce que Poutine semble commencer à lâcher entre guillemets Assad, en tout cas de façon partielle, qu'il devient de plus en plus difficile pour les Iraniens de se maintenir en Russie. Il semble que Poutine ait décidé d'avoir une politique beaucoup plus agressive pour défendre les intérêts russes en Syrie et justement
cette présence iranienne en Syrie ne sert pas les intérêts russes parce que la Russie n'est pas intervenue en Syrie pour livrer le pays aux Iraniens. Et la place des attaques israéliennes, c'est-à-dire ces attaques embarrassent vraiment les Iraniens c'est une des raisons de ce départ? Tout à fait. D'abord, évidemment, Israël joue un rôle très important pour limiter autant qu'on le peut la présence iranienne en Syrie. Il faut bien comprendre que sans les frappes aériennes israéliennes ces dernières années, l'Iran se serait beaucoup plus renforcé en Syrie. Naftali Bennett, l'actuel ministre de la Défense, avait même utilisé le terme vis-à-vis des Iraniens en disant que la Syrie sera votre Vietnam, en disant finalement que la résistance ou les actions militaires israéliennes en Syrie rendront la présence iranienne intenable. Et donc oui, Israël a joué un rôle et continue de jouer un rôle clé pour réduire et voire éliminer la présence militaire iranienne en Syrie. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, voilà, on a fait le tour un peu des questions importantes à l'ordre du jour, avec peut-être aussi encore une dernière question sur ce qui se passe à Gaza. Il y a eu une requête la nuit dernière. Le Hamas est en train de négocier avec Israël. Est-ce qu'il joue, là encore, levier de pression sur Israël pour essayer d'obtenir un accord plus facilement, selon ses conditions, dans le cadre d'un échange de prisonniers? Ou c'est épisodique et ponctuel, cette requête qui est tombée pour la première fois depuis 40 jours, une première requête qui a été tiré à partir de la bande de Gaza vers le territoire israélien la nuit dernière? Alors, je ne sais pas si le Hamas a revendiqué ce tir. Il faudra d'abord voir s'il y a une revendication du Hamas. Si ce tir est revendiqué par le Hamas, ce qui à ma connaissance n'a pas encore été le cas, cela semblerait indiquer effectivement qu'il s'agit comme toujours d'une tactique de négociation du Hamas vis-à-vis d'Israël, en sachant que le Hamas pense peut-être qu'Israël, étant donné sa situation politique pour l'instant incertaine, ne voudrait pas ouvrir un nouveau front avec la bande de Gaza, mais je pense que là aussi le Hamas, si telle est sa décision, fait un mauvais calcul, puisque quelle que soit la situation politique en Israël, il y a un consensus très large justement pour ne pas laisser le Hamas reprendre ses tirs de roquettes vers la population civile du sud du pays. Eh bien, professeur Emmanuel Navon, merci beaucoup pour tous ces éclaircissements. Merci d'avoir été avec nous ce matin et nous avoir donc livré votre appréciation de tous les sujets à l'ordre du jour de l'actualité. Merci d'avoir été avec nous. Bonne journée, à bientôt et bonne santé journée aussi. Merci à vous.